bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Julien Uttendal. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois, PS. Et vous vous intéressez notamment à toutes ces questions de drogue. Et on est quand même dans un pays étrange, la Belgique, où on a l'impression qu'on est dans une vague tolérance d'un côté, de l'autre quand même dans une prohibition assez forte dans certains cas, même de la zéro tolérance. Vous demandez, vous, une situation plus claire, notamment en ce qui concerne le cannabis et les drogues récréatives. Qu'est-ce que vous voulez? Une libéralisation complète? Non, ce que je défends, c'est une réglementation. L'objectif, c'est pas d'ouvrir les vannes. Elles sont déjà ouvertes aujourd'hui dans les faits. Le cannabis n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui, a fortiori auprès des plus jeunes. Donc l'objectif, quand on parle de légalisation et de réglementation, c'est justement de mettre un cadre sur ce marché qui a été en réalité abandonné au réseau criminel. C'est ça qui est quand même particulièrement surprenant et malheureux. C'est que l'État, en ne prenant pas ses responsabilités, a abandonné ce marché au réseau criminel qui se font un paquet de thunes, excusez-moi l'expression, monumentale dans ce commerce. Beaucoup de pognon, c'est ça beaucoup de pognon, voilà, exactement. L'expression. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation qui est contraire aux objectifs que mènent même les prohibitionnistes. On veut réduire la consommation de drogue, on veut réduire l'accessibilité du produit, on veut assécher les réseaux criminels. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on fait ça. Et dans les faits, on n'a jamais consommé autant. Le cannabis n'a jamais été aussi accessible, à fortiori à Bruxelles. Sortez de la rue Gabriel Petit chez BX1, vous trouverez du cannabis en 1 minute. Et on a des réseaux criminels qui amassent en effet un paquet d'argent monumental pour financer d'autres activités criminelles. Donc l'objectif ici, c'est de reprendre le contrôle de ce marché. Et 2, évidemment, c'est d'aider les consommateurs qui ont une consommation problématique. Il faut faire la part des choses entre ceux qui ont une consommation problématique et ceux qui n'en ont pas. Alors, et c'est clairement pas en stigmatisant ces gens qu'on les aidera. On va en parler, mais d'abord reprendre la main, comme vous dites. Est-ce qu'on reprend la main et c'est l'État qui s'occupe de tout? Ou bien est-ce qu'on crée finalement un système commercial comme pour le tabac ou l'alcool, par exemple? Je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre, notamment en effet des marchés du tabac et de l'alcool, des bonnes choses, notamment en termes de prévention. Des erreurs aussi, je crois, qu'on a commises, parce que je pense aussi que les lobbies du tabac et de l'alcool peuvent être très puissants dans le secteur politique. Et donc, je crois que, par exemple, la publicité liée à l'alcool, je ne comprends pas que ça soit encore accepté aujourd'hui, alors qu'on connaît les répercussions dramatiques en termes sanitaires d'un tel produit. Donc, je crois qu'il y a des choses à prendre du marché de l'alcool et du marché du tabac, mais il y a aussi des leçons que l'on doit apprendre des échecs qu'on a commis sur ces 2 marchés. Donc, par exemple, on n'envisage pas de la publicité pour des produits comme le cannabis. Non, et le PS donc, a déposé une proposition de loi à laquelle j'ai pu participer. Et il est clair qu'il y a une interdiction formelle de toute publicité commerciale, directe ou indirecte, liée à ce produit. Alors, vous parliez des consommateurs, effectivement. Il y a des consommateurs en détresse qui sont en état d'addiction avec la drogue. Récréative parfois, mais surtout les drogues dures. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Je veux vraiment rendre hommage à toute une série d'associations, notamment à Bruxelles, Transit notamment. Je suis d'ailleurs administrateur de cette SBL et j'en suis fier, bénévole, précisons-le. Donc il y a des associations qui travaillent, malheureusement, en effet, avec des moyens qui sont parfois un peu restreints. Néanmoins, la majorité bruxelloise a décidé de refinancer toute une série d'associations et donc on doit continuer dans ce sens-là. Mais à côté de ça, la logique répressive, la logique de prohibition n'aidera pas ces personnes. Le rôle du droit pénal, c'est quoi? C'est de prévenir et de punir des comportements qui nuisent directement ou indirectement à la société. Consommer une drogue, consommer un produit, quel qu'il soit finalement, cela ne nuit a priori qu'à la personne qui consomme. Et donc, ce n'est pas en leur mettant des menottes, ce n'est pas en leur infligeant des peines X ou Y ou en leur adressant des PV qu'on va aider ces personnes. Il faut déstigmatiser la consommation pour pouvoir libérer la parole. Et pour ça, il faut déjà arrêter cette logique prohibitionniste qui est mortifère. Alors, dans certains pays, on accepte le cannabis thérapeutique parce que ça fait du bien aux patients. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas déjà commencer par cela? Ça pourrait être efficace? C'est évidemment... Il y a 2 types de cannabis et ce n'est pas du tout la même chose. Le cannabis thérapeutique, c'est un médicament. Et donc, cela implique évidemment des règles plus strictes encore en termes de puissance, de toute une série de composants du cannabis. À côté de ça, on a en effet du cannabis récréatif. Et c'est 2 objectifs qui sont différents. Après, évidemment, au niveau du cannabis thérapeutique, c'est surtout la ministre de la Santé qui est compétente. Et manifestement, elle avance, puis elle rétropédale, donc on ne sait pas trop où on en est. C'est dommage parce que le cannabis, ça fait 10 000 ans qu'on l'utilise
à des fins thérapeutiques. Et en réalité, depuis le début du siècle, on l'a utilisé, début du siècle précédent, on l'a utilisé pour ses vertus thérapeutiques. Et puis, on est rentré dans une logique de prohibition et on a complètement oublié toutes ces vertus. Et donc maintenant, il y a en effet des études au niveau international qui commencent à réapparaître et qui démontrent la pertinence de ce produit à des fins thérapeutiques. Mais prenons en considération ces études et allons de l'avant en réglementant, mais en offrant en tout cas la possibilité aux personnes d'accéder à du cannabis thérapeutique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ces personnes qui souffrent d'une maladie X ou Y, qui n'acceptent pas la morphine parce que voilà, ils vivent mal l'utilisation de ce type de produit, ben, ils doivent aller aussi dans les réseaux criminels pour s'approvisionner. Je trouve ça inacceptable. Vous croyez que dans 10 ans, cette solution sera peut-être pas réglée, mais en tout cas mieux réglementée? Je suis très optimiste. Je crois qu'il faut être patient, mais je pense que dans les 10 ans, même les plus réfractaires auront pris leurs responsabilités parce que cela devient de l'évidence. Lorsqu'on voit le nombre de pays qui prennent leurs responsabilités, je suis même assez surpris que la Belgique, qui a toujours été à l'avant-garde dans ces débats sociétaux, là, soit complètement en retard. Alors, il y a un autre débat aussi à Bruxelles assez fort, c'est sur la prostitution. À votre place, la semaine dernière, Emir Kir estimait que la priorité devait être la lutte contre la traite des êtres humains. La prostitution, il disait, c'était plutôt en second plan. Et là, il faut savoir si on est plutôt abolitionniste ou plutôt pour des centres, des Eurocenters ou des Villa Tinto. Alors, pour vous, est-ce que la prostitution à Bruxelles, c'est quelque chose de prioritaire? Est-ce qu'il faut réguler là aussi? Je crois que c'est un vrai problème que l'on doit régler politiquement. Je crois qu'il n'y a pas un seul parti qui a une position claire sur ce sujet. À titre personnel, je pense que renvoyer tous ces travailleurs et travailleuses du sexe dans la clandestinité, alors qu'ils sont déjà dans la clandestinité, mais donc les renforcer dans cette clandestinité, ce n'est pas du tout la solution la plus pertinente sur cette question. Et donc, soit on accepte ce fait et on fait la part des choses entre les travailleurs et travailleuses du sexe qui décident volontairement d'exercer ces activités. Il faut le respecter. Il faut respecter leur statut de travailleur. Et à côté de ça, en effet, il y a des victimes. Et ces victimes-là, il faut les aider, il faut les accompagner. Mais si on renvoie tout le monde vers les grands boulevards, parce que ça va être ça le résultat, on ne va aider personne, et surtout pas tant les travailleurs et travailleuses du sexe que les personnes qui sont victimes de ces réseaux, parce qu'elles seront en effet totalement démunies et dans une logique où le contrôle social est inexistant. Donc je trouve ça très dangereux. Alors, les pays européens étaient réunis hier à Bruxelles pour, semble-t-il, se mettre d'accord sur les plateformes régionales d'accueil pour les demandeurs d'asile. Alors, elles seraient installées aux frontières de l'Union européenne, permettraient aux réfugiés de faire leur demande d'asile. Votre réaction, je vous en propose 3. La première, c'est « Il est temps que l'Europe s'y intéresse ». La deuxième, « L'accord sera ferme, mais sera-t-il humain ?» Et la troisième, « Bardewever est-il d'accord ?» Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Je vais prendre une autre réponse parce que je dois d'abord vous faire part de mon inquiétude profonde par rapport à l'avenir de notre Union, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre histoire. Je ne sais pas du tout où on va. Je crois qu'il est, quoi qu'il arrive, bon que les responsables politiques se mettent autour d'une table et trouvent une solution, mais autant les citoyens se sont responsabilisés et ont offert une réponse magnifique qui est d'accueillir finalement toutes ces personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est un peu de dignité. Oui, mais il faut à côté de ça responsabiliser les responsables politiques. Et là, il est clair que dans une logique populiste, dans une logique électoraliste, on ne prend pas les bonnes décisions alors qu'elles sont évidentes. Donc oui, je me félicite que les responsables politiques se mettent autour de la table. C'est quoi la décision évidente? La décision évidente, c'est que recevoir tout le monde. Je crois qu'on doit en tout cas recevoir beaucoup plus de personnes qu'on ne le fait aujourd'hui. Plus, mais pas tout le monde. Plus, mais pas tout le monde, parce que ça doit être une logique. C'est un problème global qui doit se régler de manière globale. Mais aujourd'hui, on a des années-lumière de prendre nos responsabilités sur ce sujet. Et donc, j'aimerais bien que les États européens assument leur part de responsabilité, parce que ces conflits ne viennent pas de nulle part non plus. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore eu une véritable prise de responsabilité. Il y a eu des déclarations. Fort bien. Moi, j'attends l'exécution de ces décisions. Alors, samedi, Olivier Minguin, c'est dans l'Écho, demandait de terminer les chantiers actuels, mais qu'on n'ouvre pas de nouveaux chantiers dans la future législation. Il trouve qu'il y en a trop, et il dit même qu'il faudrait postposer la piste cyclable qui est prévue sur la petite ceinture. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a trop de chantiers et qu'il faut un stop chantier? Alors, autant je partage tout à fait l'exaspération
des Bruxellois et des nafteurs lorsqu'ils se trouvent dans certains coins de Bruxelles. Je n'ai pas de voiture, mais ça m'arrive de prendre des taxis et d'être complètement coincé. Et c'est tout à fait exaspérant. À côté de ça, critiquer des chantiers pour critiquer des chantiers, ça, je n'accepte pas non plus. S'il y a des chantiers, ça veut dire que les choses s'améliorent. Après, le véritable problème à Bruxelles, c'est la coordination. Et là, il est clair qu'on a une responsabilité politique sur ce point. Maintenant, il y a eu déjà une remise en question, notamment au niveau du Parlement. Nous avons fait voter une ordonnance qui vise justement à mieux coordonner ces chantiers. Et c'est vital pour l'avenir de Bruxelles. Et vous trouvez qu'ils sont mieux coordonnés? Non, parce que ce n'est pas encore entré en vigueur. Donc maintenant, il en va évidemment de la responsabilité des membres du gouvernement de prendre les arrêtés d'exécution. Mais on va vers un mieux et c'est une évidence. Après, est-ce qu'il faut suspendre ou non des chantiers? Tout d'abord, la piste cyclable, elle est vitale pour Bruxelles. On a des problèmes de congestion automobile qui sont évidents. Et donc, à côté de ça, on doit apporter des mesures fortes pour de la mobilité alternative. Après, je peux tout à fait comprendre le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert lorsqu'il dit qu'on a déjà le Léopold qui va fermer, on a la porte de Ninove, on a la porte de Namur, qui sont tous des projets pertinents. Est-ce qu'il faut en rajouter un entre tout cela? Je peux comprendre que la question se pose. Alors, vous avez fait partie, non, vous faites toujours partie de ce groupement des rénovateurs au sein du PS, Groupons-nous et demain. Où est-ce qu'il en est? On a l'impression qu'il a disparu, on n'en parle plus. Est-ce que le PS est rénové? Est-ce que c'est fait? Le PS a... Vous avez toujours un président. On a toujours un président. Qui est là depuis longtemps, qui veut rester longtemps. Le PS a travaillé et s'est remis en question sur toute une série de sujets. On a eu le chantier des idées avec un très beau congrès à Liège pour finaliser justement cette réflexion collective. Et après, Groupons-nous et demain, on a eu aussi l'occasion, et ça vient de se terminer, d'avoir énormément d'ateliers sur toute une série de sujets où on a réfléchi d'égal à égal. On a été chercher des experts, mais ils n'étaient pas là pour nous donner un cours. Et on a discuté ensemble de solutions à apporter à toute une série de problèmes. Donc le travail, il a continué, c'est sur plusieurs étapes, mais on l'a dit dès le départ, notre objectif, ce n'était pas d'être médiatisé. Notre objectif, c'était de se retrouver entre militants. On enlève nos statuts, on enlève le fait qu'on est député, ministre ou simple militant. On est tous des militants. Quand on est dans ces réunions et on travaille, la réflexion continue. Et vous avez... quel est votre choix? Vous êtes député. À un moment donné, on a dit que vous alliez vous installer à Saint-Gilles pour un jour suivre Charles Piquet. Et vous ne serez pas sur les listes communales. Pourquoi? Parce que si j'ai décidé de déménager à Saint-Gilles, c'est un choix de cœur, c'était pas un choix politique, mais bon, le problème c'est que les médias parfois ils sont un peu butés, et donc ils pensent tout de suite que c'est de la haute stratégie électorale, c'est de la haute stratégie électorale, mais il n'y avait aucune stratégie derrière. Dans votre cas, c'est la décision d'un citoyen qui a décidé de vivre à Saint-Gilles, et puis par rapport au cumul, mais j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, moi je veux être clair avec les électeurs, et je crois qu'il y a un vrai problème, a fortiori au Parlement bruxellois, où il y a des conflits d'intérêts, où la même personne va à la fois porter et défendre l'intérêt de sa commune. Vous ne vous présenterez pas au communal. Et à côté de ça, il y a un intérêt régional. Et il est parfois pas compatible. Je ne me présenterai pas au communal et j'espère pouvoir me présenter aux élections régionales si la fédération l'accepte. Merci Julien Tendal. On se retrouve demain pour un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.